Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview assez important aujourd'hui. Je me trouve avec mon ami Augustin. Augustin, comment vas-tu aujourd'hui pour cet épisode? Très bien, et toi, Elio? Eh ben, ça va très bien car aujourd'hui, très gros morceau comme annoncé, Clemson du côté de l'ACC, donc ACC comme d'habitude. Euh, on va aborder alors, une des plus grosses équipes et une des plus emblématiques du college football ces dernières années, mais qui galère plutôt pas mal, en tout cas qui a galéré plutôt pas mal en 2021. Il y a une sorte de révolution, un mouvement. On va déjà revenir donc sur la saison passée avec un Clemson qu'on n'a pas vu en playoff cette année, Augustin, contrairement à d'habitude. Alors oui, c'était, je crois, la première fois depuis 5 ou 6 ans que Clemson n'avait pas atteint les playoffs, euh, ce qui est en soi pas si grave que ça, parce qu'atteindre les playoffs, on parle quand même des 4 meilleures équipes du pays. Mais ouais, dire que Clemson est un programme qui galère un petit peu, qui a un petit peu galéré l'an dernier, c'est aussi montrer à quel point c'est un programme qui a marché et qui est important, puisqu'ils sortent d'une saison avec 10 victoires et 3 défaites, seulement 3 défaites. Donc une saison avec 10 victoires, c'est une bonne saison pour quasiment toutes les équipes du pays, mais pas pour Clemson, qui a dû se contenter du coup d'un Cheez-It Bowl face à Iowa State, qu'ils ont remporté sur le score de 20-13. Les défaites en cours de saison sont intervenues face à Georgia, le premier match logique à Charlotte, face à NC State et Pitt. Jusqu'à là, trois défaites plutôt logiques, puisque c'était trois très très bonnes équipes cette année. Voilà, j'ai retrouvé la stat. Clemson a fait tous les playoffs depuis 2015 et donc 2021 était cet affront puisqu'ils ne sont pas allés. Alors, Elio, après cette saison 2021, il y a eu une intersaison plutôt tumultueuse puisque des coachs ont bougé et des coachs qui, contrairement à d'autres programmes, euh, étaient là depuis très longtemps. Surtout, la grosse question, c'est pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, parce que finalement, on se posait beaucoup, on se demandait souvent quand ça allait arriver, quand Tony Elliott, l'offensive coordinator, et Brent Venables, les defensive coordinators, allaient partir. Chaque année, ils étaient pressentis pour prendre des postes de head coach. Et là, Clemson, après une saison en demi-teinte, en tout cas, perd tout d'un seul coup. Voilà, alors on a Tony Elliott, l'offensive coordinator, qui était là depuis 2015, qui part du côté de Virginia en tant que head coach. Et Brent Venables, qui était là depuis 10 ans, hein, 2012, le defensive coordinator, qui part du côté d'Oklahoma pour remplacer Lincoln Riley au poste de head coach. Donc, gros poste pour Venables, qui était déjà passé par Oklahoma à l'époque, donc qui retrouve un petit peu, qui retrouve les Sooners. Clemson, du coup, fait partie un petit peu, hein, de ces rares programmes où il y avait une grosse stabilité chez les coordinateurs et qui finalement, là, s'est totalement bouleversé en l'espace d'une intersaison. Mais ils ont été remplacés, encore une fois, par des mecs de l'intérieur. Alors, le nouvel aussi, c'est Brandon Streeter, qui était quarterback coach de Clemson depuis 2015, hein, qui a développé sous son aile, en tout cas, Deshaun Watson, Trevor Lawrence, entre autres. Et le poste de defensive coordinator qui va être pris par Wes Goodwin, le senior defensive assistant, qui est là depuis 2018 et est assez jeune. Je crois qu'il a seulement 37 ans, Goodwin. Ouais, les Voilà. deux sont jeunes. Mais de toute Ouais, les façon, deux c'est sont c'est la jeunes. politique de Clemson, hein, c'est depuis que Dabo Swinney est là, c'est faire tout de l'intérieur, aller prendre très peu notamment de joueurs de l'extérieur. Il n'y a jamais de joueurs qui viennent du portail des transferts et avec les coachs, c'est un peu pareil. Voilà, c'est la politique de la maison. Exactement. On a eu aussi pas mal de départs lors de la draft, hein. Après, c'est un petit peu habituel, ça, pour Clemson. On a le cornerback Andrew Booth qui a été sélectionné au second tour par les Vikings, qui était le corner numéro un, une ancienne grosse recrue
On a la paire de linebackers Baylon Spector et James Skalski, Skalski qui est chez les Colts maintenant, qui était first team All ACC en 2021 et capitaine de l'équipe qu'on connaît bien pour être complètement zinzin, mais c'est surtout une paire qui cumulait le plus grand nombre de plaquages en 2021. Ils ont surtout perdu leur meilleur receveur de l'année 2021 et qui était une ancienne star, Justin Ross, qui avait une grosse blessure, on s'en rappelle. Ross, pendant longtemps, l'annonçait comme une future star de la NFL. Il a eu du mal à se remettre de sa blessure, mais il a quand même réalisé une saison assez correcte l'année dernière. Il est du côté des Chiefs, les Chiefs comme d'habitude qui flairent le bon coup à ce poste-là. Et puis après, voilà, on a le cornerback numéro 2, Goodrich qui est parti, Nolan Turner, le safety titulaire. Donc voilà, on a quand même pas mal de titus qui ont bougé du côté de la NFL. Mais pas de Euh, star, ce qui est plutôt inhabituel pour un programme comme Clemson. Bah non, pas de star, ouais, en effet, pas de star. Et surtout pas de premier tour. Ouais. C'est voilà, bon, on attendait peut-être Doof au premier, mais il est sorti qu'au deuxième. Au niveau de la classe de commit cette année, ensuite on va parler d'un sujet un petit peu touchy. C'est la 14e classe selon 247 et la 10e selon le condensé de tous les sites de recrutement. Il y a deux 5 étoiles qui arrivent en 2022. Le quarterback, meilleur quarterback de la QV, le numéro 1, Cade Klubnik, qui était le 6e joueur, tout poste confondu, je crois, qui arrive du Texas. Et le cornerback numéro 7 de cette année, Jaden Lucas. On a 8 joueurs 4 étoiles qui ont aussi commit à Clemson. Et sur le portail des transferts, on a eu quelques départs, mais pas beaucoup. Et on a eu une seule arrivée, c'est Hunter Johnson, l'ancien quarterback 5 étoiles qui était déjà Clemson à l'époque, qui était parti du côté de Northwestern. C'était très très mal passé. Et là, il est de retour, mais c'est vraiment sur un rôle de backup de chez backup. Et pour Euh, l'anecdote, Clemson est le seul programme du pays qui a trois quarterbacks 5 étoiles dans son roster. DJ Ugalele, Hunter Johnson et Kay Klubnik que vient de citer Elio. Tout à fait. Gus, on a eu pendant cette intersaison aussi Ah, comme d'hab. un Dabo Sweeney qui a pas mâché ses mots, faut le dire. Bah ouais, il les mâche jamais, il sort souvent des déclats comme ça. Bon, en soi, il n'y a rien de grave, hein, il est simplement contre la rémunération des étudiants athlètes. Euh, S'il admet évidemment que la NIL puisse être une bonne chose, on ne peut pas passer à côté. On sent qu'il y a quand même des relents où en fait il est contre. Et c'est bien de le mettre en parallèle avec la classe de commit, parce que Clemson est un programme qui a très bien recruté ces dernières années. Il va vraiment falloir qu'il se mette au diapason, qu'il s'adapte un petit peu à tout ce nouveau monde s'il veut continuer à ce que Clemson reste une place forte du college football. Parce qu'on sait que Clemson, certes, ça a très bien marché depuis qu'il est arrivé en Caroline, mais c'est un programme qui a des bases pas aussi solides qu'on le croit, euh, notamment, bon, je vais pas dire financière, ça c'est comme un programme qui a des gros moyens, mais voilà, faut faire attention, et je pense que c'est des déclarations qui n'étaient pas très bienvenues, reste à voir comment tout ça va se goupiller dans le futur, voir la répercussion chez les Déclaration, recrues. déclaration vite effacée par la passe d'armes qui s'est passée en ICC entre Nick Saban et Jimbo Fisher. Voilà, chaque semaine ou chaque mois en tout cas, il y a des déclats de gros coachs de CFB qui ont rapport en tout cas avec la NIL et qui en tout cas amènent à se poser certaines questions. Voilà. Augustin, la saison 2022, comment ça se passe pour Clemson? Un peu mieux? Ouais, elle va se passer, je pense, un petit peu mieux. Je pense que ce sera toujours le même schéma que l'an dernier. On va commencer avec les forces de l'équipe, avec évidemment la défense qui sera toujours l'une des meilleures du pays, avec un front seven Elio, mais t'as vraiment peur. Le meilleur, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je suis obligé de vous les citer. Sur la D-line, il y a Miles Murphy qui a été auteur de 7 sacs l'an dernier. Brian Breeze, ancien meilleur joueur, je crois que c'était la classe de 2020, c'est une meilleure recrue lycéenne, qui s'était blessé cette année, mais qui va revenir et qui a été très bien joué. Xavier Thomas, aussi ancien meilleur joueur en 2018. Voilà, les trois sont des potentiels premiers tours de draft et ils sont tous de retour, donc ça va être super pour la défense en 43 des Tigers et un corps de linebacker qui va bien se renouveler malgré les départs de Skalski et Spector, avec Trenton Simpson qui lui aussi est l'un des meilleurs linebackers du pays. C'est un profil qui est comment dire, beaucoup plus
polyvalent que les précédents que j'ai cités qui sont partis. Et voilà, il aura la lourde tâche de remplacer Skalski et Spector, qui étaient tous les deux les deux meilleurs plaqueurs, tu l'as dit en début d'épisode, Elio. Concernant le backfield, il a essuyé le départ de ses deux cornerbacks titulaires, Goodrich et Andrew Booth. Mais la relève est talentueuse, vu que Clemson recrute très bien, il y a des joueurs qui vont sortir du lot, donc de ce côté-là, certes, il y a quelques incertitudes parce qu'on ne sait pas vraiment qui sera titulaire, mais ce seront des joueurs performants, je me fais vraiment pas trop de problèmes de ce côté-là. La deuxième force, c'est le jeu au sol, avec le duo de running back Will Shipley, euh, qui a tout simplement été titulaire l'an dernier pour sa première saison, pour sa saison en tant que taux freshman, ce qui est plutôt rare pour les running backs, mais qui s'est blessé au genou en fin de saison. Va falloir voir comment il revient de cette blessure. Et Kobe Pace, plus un one-two punch, voilà, qui complémente, qui sera le parfait complément de Will Shipley, qui lui a un profil beaucoup plus aérien, c'est ça, Elio. Et la O-line, Ouais, c'est ça. Sera aussi expérimentée parce qu'il y a surtout le retour du left tackle Jordan McFadden pour sa 5e année. Lui, qui a clairement dit que s'il revenait à Clemson, c'est parce que il pouvait pas partir voilà, sur une saison 2021 loupée, entre guillemets, et qu'il se devait pour le programme de revenir pour les playoffs. Du coup, tout ça, ça amène à une grosse question. C'est que si la défense et le jeu au sol seront performants selon toi en 2022, qu'en est-il de l'attaque aérienne? Parce que finalement, c'était vraiment ça le vrai problème l'année dernière. On a eu seulement 12 touchdowns de lancés par Clemson. 2022, c'est mieux? Il va falloir, parce que si Clemson vise les playoffs, l'attaque aérienne doit step up tout de suite, parce qu'on verra, mais des gros matchs vont arriver très rapidement. Comme tu as dit, 12 touchdowns lancés par Ugalele l'an dernier, c'est beaucoup trop peu. C'est pas normal pour un programme qui a vu Watson et Lawrence, et puis qui a vu la première année en tant que true freshman de Ugalele, où il avait été excellent face à Boston College et Notre-Dame. Euh, pour mettre en perspective ses stats en 2021, 12 touchdowns pour 9 interceptions, mais surtout une statistique qui est inquiétante, il complète seulement 55% de ses passes. Et selon Pro Football Focus, ouais, c'est ça, PFF, 8% de ses passes étaient overthrown. Ça vient du fait que tout simplement, il a un trop gros bras. Il a un bras énorme, mais il a un peu du mal à doser ses lancers. Et si l'an dernier Clemson a eu du mal, c'est à cause de Ugalele, hein. Le jeu à la course était excellent, la défense était tout aussi excellente. Mais voilà, Ugalele n'a pas réussi à se mettre au niveau de son équipe, il n'a pas réussi à se mettre au diapason de l'équipe. Et c'est pour ça que Clemson n'a pas performé. Voilà, donc autrement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si Ugalele il continue dans la même voie que l'an dernier, et Clemson ne gagnera pas les matchs pour aller en playoff. D'autant plus qu'il aura la pression, Elio, parce que le quarterback que tu as cité, true freshman de Cade Klubnik en provenance de Westlake, true freshman 5 étoiles, est derrière pour prendre la place. Et on pourrait très bien avoir le même scénario qu'en 2018, quand Trevor Lawrence a pris la place de Kelly Bryant au bout de quelques matchs. Trevor Lawrence qui était true freshman à l'époque. Donc voilà, attention, Cade Klubnik est talentueux et il pousse fort derrière Ugalele. Et pour parler de Klubnik et de Westlake High School, d'où il vient, donc qui est un lycée ultra réputé à Austin, je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que il vient d'une grande lignée, Kate Klubnik. Dans ce lycée, il y a eu Drew Brees qui est passé, il y a eu Nick Foles, il y a eu Sam Ehlinger en quarterback, il y a eu énormément de gros joueurs de football, hein, parce que bon, après on a d'autres noms à d'autres postes, notamment un certain Justin Tucker au passage. Et aussi, il y a quelqu'un qui, avant Klubnik, a été quarterback titulaire dans ce lycée. Et sais-tu qui c'est, Augustin? Eh bien, c'est l'ancien Aucune idée. champion avec les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône en 2015, l'ancien champion de France, Tanner Price, le quarterback qui était après allé du côté de Wake Forest et qui a remporté le titre 2015 du championnat de France de football américain. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse sur Westlake. Mais
en gros, c'était pour vraiment mettre en avant le fait que Klubnik, c'est un quarterback vraiment star, qui vient d'une fac star au niveau footballistique, et que là, il y a de l'or entre les mains de Dabo Swinney, et que DJ Ugalele a vraiment chaud au cul, quoi. Et Elio, il lancera à qui les ballons cette année, Ugalele? Parce qu'il y a eu le départ de Justin Ross, on a vu. Et bah, il va lancer au receveur senior Joseph Ngata, qui est de retour. Alors, Ngata, c'est quelqu'un sur qui on comptait vraiment. C'est quelqu'un dont on parlait beaucoup, mais qui a eu pas mal de blessures, qui n'a pas vraiment progressé, alors qu'il a vraiment un bon potentiel. Là, c'est sa dernière année quasiment pour montrer de quoi il est capable, et ça a été le meilleur receveur avec Justin Ross l'année dernière. Et il y a quand même un beau duo de sophomores derrière qui est composé de Beau et Dakari Collins, hein, les deux s'appellent Collins, qui normalement devraient step up. On a eu surtout, franchement, on a eu une belle saison de Beau Collins l'année dernière. Et puis, on a aussi AJ Williams qui est derrière dans les parages. Donc, voilà, il y a quand même des mecs qui savent recevoir des ballons. Il y a quelque chose à faire. Encore une fois, la vraie question, on va se poser au niveau du poste quarterback. Et on va tout de suite savoir si Ugalele va être retiré au bout de 3 matchs ou pas cette année. Parce qu'il y a le calendrier, Augustin. Par où commencer? Parce que les calendriers de Clemson ces dernières années, c'est vraiment pas ça. Euh, Non, mais alors c'est vrai qu'on se plaignait beaucoup de Clemson, hein, souvent quand on en parlait pour les playoffs, etc. Parce qu'on disait qu'ils avaient toujours des matchs hors conférence très faciles, là vous allez le voir en l'occurrence, et qu'en plus de ça, ils étaient dans une conférence qui est une des moins bonnes du Power 5, et que du coup, bah, qui a c'était un baissé le petit niveau, hein. peu. Mm. Ouais, voilà, c'était un petit peu En vrai, à la fin je du pense, je troisième pense- quart-temps, tous les remplaçants jouaient, et puis ouais. tout le monde était prêt pour les playoffs, quoi. Tout le monde était Oui, en et forme. tout le monde Ouais, était prêt aussi pour les années suivantes parce que les joueurs avaient très tôt de l'expérience. Mais c'est ça. je pense qu'il faut mettre en. Il y a une corrélation en fait entre le niveau de Clemson depuis 2015 et on va dire la baisse de niveau de la SEC. Clemson est devenu bon quand Florida State est devenu mauvais et quand Miami a baissé de niveau en fait, tout simplement. Et Clemson, bah, la nature a horreur du vide, a pris, bon évidemment grâce à un superbe coaching staff, euh, a pris la place qui avait été laissée par les Seminoles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils sont un petit peu tout seuls, mais finalement, on va voir que c'est pas forcément le cas là pour les prochaines années qui viennent. Alors, un calendrier qui démarre avec un top 4 très facile, enfin non, un top 3 très facile. Premier match du côté d'Atlanta face à Georgia Tech. Second match face à Furman. Furman qui ont comme kicker le Français Alex Lebvro, que vous avez déjà entendu. Si vous êtes des assidus du podcast, à l'époque, on l'avait interviewé quand il terminait le lycée. Donc voilà, il y a un ancien épisode The Trick Play avec Axel Lebvro qui va donc affronter Clemson. Et je pense qu'il y aura du taf à faire, hein, sur quelques kicks peut-être. Troisième semaine, Louisiana Tech, donc toujours assez facile. Quatrième semaine, ça se gâte un peu. Quatrième et cinquième. Compliqué ce match. Ouais, Mm. ça affronte Wake Forest à l'extérieur. Wake Forest qui sort d'une saison pas trop mal. Alors, c'est des trous béants en défense, mais une grosse attaque menée par Sam Hartman. On aura l'occasion d'en faire Ouais. la preview. Mais c'est toujours dangereux à l'extérieur. À la maison, ensuite, cinquième semaine, c'est NC State. NC State, on a fait la preview, c'est quand même Qui chaud. les a battus l'an dernier? Ouais, qui les a battus l'an dernier, c'est quand même chaud, et cette année, ça risque d'être toujours aussi chaud. Après, Heureusement voilà, qu'il on les a a les tous matchs battus. habituels, hein, Mm. on a Boston College, du Syracuse, Florida State, et on a un gros match le 5 novembre à l'extérieur face à Notre-Dame. Ça, on va en parler juste après. Et puis, on termine le calendrier sur un Louisville, Miami et South Carolina, tous à domicile, mais face à des grosses équipes, parce que Miami et South Carolina commencent à Ouais. très bien se développer. On a Spencer Rattler en plus à South Et même Louisville, Carolina, hein, Louisville sera bon cette année, je pense. avec Malik Malik Cunningham revient. Cunningham. Ouais, donc, Exactement. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ce calendrier pour Clemson, pour les Tigers? c'est le problème des calendriers faciles, surtout quand on vise les playoffs tous les ans, c'est qu'il faut gagner tous les matchs. Là, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Euh, donc, ça veut dire qu'ils devront battre NC State, Wake Forest, Miami et Notre-Dame. Je pense que Notre-Dame, surtout que le match sera à South Bend et pas à Clemson, sera le match qui décidera de la saison des Tigers. Victoire, ça peut toujours espérer les playoffs. Enfin, ça ira en playoffs. Et défaite, bah, ça n'ira pas en playoffs, tout simplement. Donc voilà, si ils veulent
rejoindre ce qu'ils ont fait depuis maintenant 2015, il faudra absolument passer par une victoire face à Notre-Dame. Moi, au niveau du pronostic, Elio, je pars sur une saison en 10 victoires et 2 défaites. Je pense que Clemson a des bases très très solides et je vois pas comment cette attaque aérienne en fait peut être plus mauvaise ou au même niveau que l'an dernier. Je pars du principe qu'elle va se développer. Ce qui me laisse penser que voilà, Clemson perdra 2 matchs. Je pense que ça sera face à. Je vois bien, allez, on va se mouiller, Wake Forest et Notre-Dame. Moi, je vois plus. Alors, je mets un pronostic dur parce que j'ai pas envie d'être déçu en donnant un pronostic trop favorable. J'ai mis 8-4, mais avec des grosses pincettes, avec des défaites face à NC State, parce qu'NC State, à mon avis, ça risque d'être très très chaud. Notre-Dame, bien évidemment. J'ai envie de dire bien évidemment, mais ça se trouve Clemson vont vous éclater, on sait pas, hein. Miami et South Carolina. Vraiment, pour moi, ce sont les équipes les plus dangereuses de ce planning. Après, je vois quand même Clemson capable de toutes les battre, mais je sais qu'il y en a qui vont gagner ces rencontres. Donc je mets 8 victoires, 4 défaites. À mon avis, Clairement, parce ça que sera le plus de plafond est haut en victoires. fait. Bah, c'est ça. Le problème, c'est Lou Galilée qui a été dégueulasse l'an dernier et qui n'arrive pas à hausser, à hausser le curseur en fait, tout simplement. Il joue pas au niveau de son équipe. Et le problème, bah, c'est le poste le plus important et c'est lui qui limite cette équipe de Clemson, c'est tout. S'il arrive à retrouver son niveau des 2 matchs en année true freshman, Clemson, c'est une saison à 12 victoires. Je pense que en tout cas, c'est une saison qui s'annonce pas fantastique, mais je trouve ça vraiment normal en fait, parce que c'est un nouveau cycle qu'il faut considérer. On est vraiment en phase de transition et les phases de transition, on sait, ça peut prendre 1, 2, 3 saisons, voire plus. Clemson, en l'occurrence, là, quand même, c'est pas moindre. Ils perdent leur offensive coordinateur qui est là depuis 2015. Ils perdent leur defensive coordinateur qui est là depuis 10 ans. Euh, alors, ils vont redevenir forts, ils vont remporter les ACC, mais en même temps, ils vont pouvoir encore continuer de bien recruter parce que les ACC est en train de s'embellir. On a quand même Florida State qui remonte un petit peu la pente. On a South Carolina qui monte des belles choses. On a Miami qui va se Non, transformer avec l'arrivée non, de Mario Cristobal. North Carolina, gros. Et North Carolina State aussi qui va réattirer. Enfin, je pense que l'ACC est en train quand même de remonter un petit peu la pente, que ça va jouer en faveur de Clemson. Mais voilà, c'est une phase de transition. On sait que le football, c'est très cyclique, que quand tu es entre deux cycles, parfois ça met un peu de temps. Mais on sait également que Dabo Swinney, bah, il est là, il va garder le cap. C'est pas le genre de coach, je pense, qui va se barrer du jour au lendemain de Clemson, comme Riley a pu le faire Ah avec ça non. Oklahoma. Ah ça non, Et, c'est pas lui. euh, et le programme va continuer de vivre, mais faut attendre, faut être patient. Et cette saison ne sera pas celle des playoffs, à mon avis. Toi, t'en penses quoi, Gus? Bah, je pense que, et là, il faut s'inscrire justement dans une période un petit peu plus longue. Euh, Dabo Swinney, en fait, doit prouver dès cette année que l'année 2021 était une erreur de parcours et non pas le fait que Clemson rentre dans le rang. C'est quelque chose que vous entendrez souvent dans ce podcast et c'est notamment le discours tenu par Baptiste, The Lonesome Cowboy sur Twitter. C'est que Clemson a atteint en fait son pic de performance ces dernières années et bah, le programme en fait reviendrait un petit peu bah, là où il était avant. C'est pas du tout alarmiste, mais c'est plutôt, on va dire, le chemin logique que serait en train de prendre Clemson. Et voilà, si Dabo Swinney veut continuer à dominer, bah, moi je pense que ça passe par une très bonne année 2022. Et je suis pas loin de penser qu'il faut absolument qu'ils en fassent une très bonne si le programme veut être pérenne. En tout cas, intéressant à suivre Clemson en 2022. Beaucoup de choses qui risquent de se passer et surtout voir sur quel curseur se situe, enfin, où le curseur DJ Ugalele se situe. Augustin, écoute, on se dit à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve demain ou très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! Salut Elio, salut à tous.